Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'ordonnance dont il est demandé la ratification aujourd'hui crée au 1er juillet 2018 un établissement public Paris La Défense, établissement public qui unifie les deux établissements actuellement chargés de la gestion et de l'aménagement du quartier d'affaires. Cette ordonnance nous pose deux problèmes principaux. Le premier concerne la philosophie générale à l'implantation même, l'existence même de ce quartier. Quel est en effet, selon nous, et nous devrions nous poser la question pour la France, qu'un tel quartier, tel que celui de la Défense, existe? Cela ressort de la documentation annexée au projet de loi, tout comme les échanges qui se sont tenus au Sénat. La Défense est un quartier d'affaires où les grandes multinationales de différents secteurs d'activité se côtoient dans une synergie qui nous semble problématique puisqu'elle aide au mélange des genres. Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de s'y rendre, ce quartier est littéralement un quartier hors sol, surélevé, puisqu'il s'agit d'un parvis. Le chantier de la tour Trinity, qui doit être livré en 2020, a dernièrement bloqué l'accès au parvis de la Défense des résidents et résidentes de Courbevoie en février 2016. Les accès directs pour les habitants des communes voisines sont compliqués et se résument même parfois à des escaliers provisoires ou dangereux. La Défense est bien un quartier hors sol, volontairement déconnecté des quartiers des populations et qui est pour nous aujourd'hui le symbole de cette finance qu'il faudrait définanciariser, mettre au service de l'économie, mais que votre majorité a choisi, au contraire, de privilégier. Ce n'est pas, en effet, un quartier d'excellence et d'innovation, ce qui serait bon pour le pays. C'est un projet de concentration de l'affairisme entre les banques et les grandes entreprises du CAC 40. La preuve, son grand enjeu pour les années à venir, tel que le dit l'étude d'impact, sera d'accueillir les financiers et les traders qui quittent la City de Londres à la suite du Brexit. Monsieur Mathieu Darnaud, rapporteur du texte au Sénat, le reconnaît sans ambages. L'ordonnance dont vous demandez la ratification a pour but d'attirer encore plus de financiers, ceux qui envisagent de quitter la City, pour continuer leur œuvre en Europe continentale. Les paroles de M. Darnaud sont à ce titre très révélatrices pour expliquer en quoi la Défense doit savoir les accueillir. Je cite, « Le Brexit est une chance pour notre économie et constituerait une opportunité historique pour le quartier de la Défense. Ces entités auront besoin de volumes de bureaux très importants dans un environnement favorable aux services, desservis par des infrastructures nécessaires et où elles retrouveront un écosystème familier à proximité de leurs interlocuteurs. » Premièrement, il ne nous semble pas, y compris en un moment où nous discutons de la question européenne, qu'on puisse considérer de quelque manière que ce soit que le Brexit soit une chance pour qui que ce soit en Europe. Au contraire, c'est l'expression d'une fracture importante et du problème de cette Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui et par rapport à laquelle nous avons une opposition de fond. Nous ne devrions donc pas traiter cette question à la manière des rapaces de la finance, en mettant en opposition et en concurrence les capitales européennes pour récupérer le gâteau financier et continuer par là même la construction de cette Europe de la finance qui se fait contre les peuples. Par ailleurs, à l'époque des Paradise Papers, il nous semble pour le moins incongru, pour une majorité y compris qui se prévaut de mener une action, au moins en parole, contre toutes les activités financières menées en termes d'optimisation fiscale, en termes d'évasion fiscale, de se prévaloir d'être aujourd'hui un pôle d'attractivité pour toutes les opérations financières dénoncées par les journalistes, notamment de Cash Investigation, mais ça fait un certain nombre d'années que de Panama Papers au LuxLeaks, nous savons où et comment ces réseaux financiers participent à prendre l'argent de l'État et à évader les impôts. Il nous semble que si un projet d'attractivité devait se mettre en œuvre en termes de finances, la France s'honorerait à être au-devant de la lutte contre l'évasion fiscale et non pas favoriser les opérations financières telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, mais favoriser une autre politique financière qui encadrerait les échanges de ce type et qui serait un modèle justement de lutte contre l'évasion fiscale. Ce n'est malheureusement pas ce que vous faites et le projet tel qu'il est proposé aujourd'hui. Nous pensons
de même qu'un certain nombre d'associations au niveau international qui mènent aujourd'hui des campagnes contre les opérations d'exonération fiscale, d'optimisation. Nous tenons à saluer par exemple l'action aujourd'hui et depuis plusieurs semaines d'attaque qui aujourd'hui demande à ce qu'il y ait une taxation sur les transactions et met en cause notamment la multinationale Apple qui ne paie pas ses impôts comme elle devrait. Nous pensons donc qu'il faut définanciariser l'économie réelle et la mettre au service de l'intérêt général. Nous avons un certain nombre de propositions qui, à notre sens, permettraient, et devraient être discutées dans notre Assemblée nationale, permettraient de mettre en œuvre une véritable politique, une véritable stratégie de l'État sur les questions financières. La finance a mis à terre l'économie en 2008. Elle devait être l'adversaire du président sortant. Elle ne s'est jamais aussi bien portée. Notre pays a le record d'Europe du versement des dividendes. De nouvelles bulles se forment et menacent d'une nouvelle déflagration encore plus terrible. Dans les propositions que nous mettons en avant dans notre programme, nous avons un certain nombre de mesures. Par exemple, séparer les banques d'affaires et de détail, contrôler les mouvements de capitaux, instaurer une taxe réelle sur les transactions financières, interdire les ventes de gré à gré à la titrisation, plafonner les effets de levier et les rendements actionnariaux exorbitants, identifier et interdire les produits dérivés toxiques et inutiles au financement ou à la couverture des flux économiques réels, engager les procédures de recouvrement des 2,2 milliards d'euros d'argent public accordés sans preuve à la Société Générale suite à l'affaire Kirviel, évaluer les actes comparables et poursuivre les coupables de ces abus. Nous voyons donc en matière d'encadrement de la finance, il y a autre chose à faire que de vouloir attirer encore plus les mêmes fauteurs de troubles. Il y a aussi, en matière d'État, une autre manière de voir la finance, c'est la mettre au service de l'économie réelle. Il nous semble, en effet, et ça, les constats sont également nombreux, que la marche actuelle étrangle chaque jour les petites et moyennes entreprises et les ménages plutôt que de servir l'économie réelle. Les actionnaires exigent des taux de rendement intenables, obtenus au détriment des droits sociaux et de l'appareil de production. Ils imposent, selon nous, la tyrannie du temps court sur le temps long. Il faut donc reprendre le pouvoir et nous avons, là encore, un certain nombre de propositions en la matière. Par exemple, le fait de mettre fin à la cotation continue des entreprises en bourse, le fait de moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence, le fait de moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices pour encourager l'investissement en France, un taux réduit pour les bénéfices réinvestis en France, un taux plein pour les bénéfices distribués aux actionnaires, le fait d'augmenter la mise en réserve légale, aujourd'hui seulement à 5% des bénéfices, qui oblige l'entreprise à conserver une part de son résultat plutôt que de le distribuer entièrement aux dividendes, le fait d'interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices et donc d'emprunter pour distribuer des dividendes. Nous le voyons et nous le savons, il y aurait en matière de stratégie d'attractivité autre chose que la favorisation de l'optimisation fiscale et la mise en concurrence des capitales européennes. Comme je le disais, notre pays pourrait être à l'avant-garde de la lutte aujourd'hui internationale contre des pratiques qui se font au détriment des peuples et au détriment de l'économie réelle. Ce n'est malheureusement pas cette voie que votre majorité, dans la continuité de la précédente, a choisi de s'engager. En lui-même, le quartier de la Défense a pour seul projet de servir les intérêts des grands groupes et des puissants. Ceci est le principal problème que nous opposons à ce projet. Le second, c'est le fait que le projet de loi lui-même, ainsi que les ajouts du Sénat, démantèlent la capacité d'intervention de l'État. Vous souhaitez ainsi pleinement confier la responsabilité du développement de ce quartier d'affaires aux collectivités territoriales, notamment au département des Hauts-de-Seine, qui serait alors majoritaire au conseil d'administration. La seule présence de l'État resterait celle du préfet de région, qui est présent au sein du conseil d'administration. Au nom d'une idéologie libérale qui nous semble destructrice de mise en concurrence des territoires, vous présentez ainsi nier le rôle stratège de l'État dans l'aménagement du territoire. C'est dans une même logique que le Sénat a d'ailleurs pris de nombreux amendements qui vont, selon nous, à l'encontre des intérêts de l'État et donc de la collectivité nationale. Prenons par exemple l'article 2. Cet article n'a pour seule logique que d'encourager et de renforcer le rôle des collectivités territoriales concernées par ces projets d'aménagement. L'ordonnance prévoit en effet que cet établissement public que vous souhaitez instaurer pourra notamment intervenir sur le territoire d'un périmètre géographique de la Défense étendu aux villes de Garenne-Colombes
et Nanterre. Nous estimons que cette logique de mise en concurrence des territoires par le fait de confier au seul département des Hauts-de-Seine l'avenir du premier quartier d'affaires va à l'encontre de la place centrale que doit occuper l'État. En effet, celui-ci est doit être garant de l'intérêt général qui est supérieur à l'intérêt local d'un seul département. Il doit à ce titre assumer pleinement son rôle d'aménageur du territoire. C'est en redonnant à l'État ses moyens d'action humains et financiers qu'il pourra exercer son rôle d'État stratège. On pourrait également évoquer l'article 5 du projet de loi initial dont nous avions demandé l'abrogation en commission des lois et dont nous félicitons qu'il a effectivement été supprimé. Mais il est révélateur, à notre sens, de l'idée générale qui prévaut dans ce texte. Cet article visait notamment à supprimer la possibilité pour le représentant de l'État, dans le conseil d'administration de l'établissement public, d'opposer un droit de veto lorsqu'il y a atteinte aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'État ou au bon fonctionnement des services publics. Un tel article, voté par le Sénat, n'avait pour finalité que de déposséder l'État non seulement de son rôle d'aménagement du territoire, mais encore plus de mettre fin au rôle d'arbitre en dernier ressort qu'il doit avoir quand les grands intérêts nationaux sont en jeu. Cela équivalait non seulement à nier, mais voire même à effacer le rôle de l'État jusqu'à celui qui fait de lui le garant de l'égalité entre les territoires et de l'intérêt général. Reste encore l'article 7, qui prévoit le transfert en pleine propriété des parcs de stationnement figurant dans le patrimoine de l'EPADESA. Il équivaut donc à un transfert gratuit des parcs de stationnement de l'État aux Hauts-de-Seine, puisque ce département serait majoritaire au conseil d'administration. Qu'est-ce qui justifie donc que soit accepté un tel cadeau pour ce département? Sur ce point, nous rejoignons le gouvernement, puisqu'il ressort des échanges au Sénat que ce dernier considère qu'il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant un transfert à titre gratuit des espaces de stationnement. Nous espérons que le gouvernement saura donc faire preuve d'un même souci pour les deniers publics et d'un même souci pour l'intérêt général en renonçant à développer ce qu'il l'entend actuellement, tel qu'il entend actuellement ce quartier des finances et de l'affairisme. Enfin, notons que nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à questionner l'entreprise générale que propose cette ordonnance. En effet, dans un article paru dans Le Monde du 14 novembre, intitulé « La défense, la Cour des comptes fustige le retrait de l'État », il était question justement d'un rapport provisoire de la Cour des comptes qui est pour le moment non rendu public et auquel nous n'avons pas pu avoir accès, mais qui dénonce justement des conditions très discutables du transfert de la gouvernance de cet établissement de l'État au département des Hauts-de-Seine. Il évoque même des comptes non sincères et le fait que le futur établissement serait fragile sur le plan juridique. Dans son analyse provisoire, cette Cour des comptes a en effet estimé que l'État se départissait de biens de grande valeur sans aucune contrepartie. Dans une période où l'on demande à chacun et à chacune de faire de grands efforts pour réduire les déficits, cette circonstance nous a pour le moins interpellés. La présente ordonnance va acter que la Défense verserait la somme de 150 millions à l'État si elle-même parvient à céder ses biens à des entreprises privées. Cette valeur, la Cour des comptes le relève, est bien éloignée de la valeur réelle des actifs qui seront cédés. Nous avons demandé dans un communiqué du 15 novembre au président de l'Assemblée nationale de renoncer à examiner ce texte dans ces conditions pour avoir accès à l'intégralité de ce rapport de la Cour des comptes, que ce soit dans sa version provisoire ou définitive. Il nous semble en effet pour le moins problématique qu'alors qu'une alerte de ce type est faite par une instance aussi importante, la représentation nationale ne dispose pas de tous les éléments pour pouvoir prendre une décision en cohérence avec, encore une fois, l'intérêt général et en tenant compte des avertissements de l'instance de la Cour des comptes. Ainsi, nous nous opposons non seulement à l'existence du pôle territorial de la Défense, de Paris de la Défense, qui considère que le secteur financier et les multinationales éludant l'impôt seraient au cœur du projet économique national. La logique générale de construction de ce quartier et la logique générale d'intervention de l'État sur les questions financières. Mais nous nous opposons aussi, à travers cette ordonnance, à la logique de rupture de la cohésion nationale qui verrait que certaines collectivités s'approprient la compétence de l'État en tant que stratège, de l'État en tant que chargé de l'aménagement global du territoire dans l'intérêt général.
Il nous semble en fait que cette ordonnance, qui s'inscrit y compris dans les discussions de manière assez cohérente, dans les discussions que nous avons eues au cours des semaines précédentes sur la question du budget, acte en effet une logique qui nous semble problématique. En premier acte, votre majorité avait refusé d'entériner le verrou de Bercy. Elle a également refusé de condamner les entreprises qui seraient liées au financement d'actes de terrorisme. Elle a remis en cause le Code du travail qui protégeait les salariés. Elle donne aujourd'hui des terrains à des grandes entreprises pour les attirer et pour favoriser la finance. Par ces ordonnances, la majorité souhaite que l'État cède gratis des terrains à des entreprises étrangères qui ne donneront pas un centime en impôt en retour. Vous allez en plus donner la mainmise dans le nouvel établissement public à des communes qui sont déjà nanties. Le Parisien l'écrivait hier dans ses colonnes. Je cite, « Qui va payer ? Pour obtenir le droit de vote au conseil d'administration de Paris La Défense, donc prendre part aux décisions, les collectivités devront passer à la caisse. Qui paye décide, estime le président du conseil départemental, Patrick Devégian, LR, qui a réclamé la majorité des sièges, 9 sur 17. Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, gauche citoyenne, n'aura lui qu'une voix, alors que le futur établissement présidera aux destinées d'un tiers de son territoire. Vous permettez, par cette ordonnance, la mise en concurrence des territoires et un accroissement des inégalités entre eux. Ainsi, en perdant son pouvoir de stratège, l'État perd son pouvoir d'effacer les inégalités, de les corriger, de les nuancer. C'est en vertu de l'ensemble de ces raisons que le groupe de la France Insoumise demande donc la motion de rejet de cette ordonnance. Merci.